Le soleil matinal inondait de ses rayons le bureau en attique d'Antoine Dubois, traversant les baies vitrées du sol au plafond. Il se tenait là, les yeux fixés sur la ville en contrebas, une tasse de café à la main, dont le prix dépassait largement le salaire horaire de la plupart des gens. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des costumes sur mesure, des voitures de luxe, un manoir sur la côte d'Azur, plus précisément une demeure, somptueuse à Saint-Tropez, et l'agence immobilière la plus prospère de Paris. Mais l'argent n'achetait pas la tranquillité d'esprit, et il ne pouvait certainement pas effacer les sonneries incessantes de son téléphone, affichant le numéro de son ex-épouse, Sophie Moreau, pour la 5e fois ce matin-là. « Monsieur Dubois », chuchota son assistante, Chloé Bernard, en glissant la tête par la porte. « Le médecin de votre fils est en ligne 1. Il dit que c'est urgent. » La main d'Antoine se serra autour de la tasse de café. Lucas, son fils de 5 ans, le garçon qui adorait les dinosaures et pouvait passer des heures à inventer des chansons sur sa petite guitare. « Dites-lui que je suis en réunion, » répondit Antoine sans se retourner. « Mais monsieur, le docteur Bernard dit, j'ai dit que je suis en réunion. » Les mots sortirent plus durement qu'il ne l'avait voulu, faisant sursauter Chloé. Après son départ, Antoine desserra sa cravate et se versa un verre. Il était à peine 10 heures du matin, mais ces derniers temps, le whisky était devenu son meilleur ami. Il tenta de se concentrer sur les contrats sur son bureau, sur la prochaine réunion du conseil d'administration. Sur tout, sauf sur la peur lancinante qui le rongeait. La porte s'ouvrit violemment. Sophie Moreau se tenait sur le seuil, le visage inondé de larmes, son apparence habituellement impeccable désemparée. « Lâche !» lança-t-elle la voix tremblante. « Lâche absolu. Notre fils a le cancer, et tu ne réponds même pas au téléphone. » Le mot le frappa comme un coup physique. Cancer. La chose qu'il redoutait depuis les premières ecchymoses mystérieuses de Lucas, depuis la fatigue persistante, depuis les saignements de nez qui ne cessaient d'empirer. « Sophie, j'ai... à une réunion. Arrête. » Elle claqua ses mains sur son bureau. « Arrête de te cacher derrière tes réunions, tes affaires et ton empire. Lucas a besoin de son père. Il a peur. Il te demande. Et toi, tu fais comme si de rien. N'était » Antoine se retourna vers la fenêtre, son reflet montrant un homme qu'il reconnaissait à peine. « Que veux-tu que je fasse, Sophie ? Je ne peux pas arranger ça. Je ne peux pas lui acheter une solution. Je ne peux pas... » « Tu peux être là pour lui, » dit Sophie, sa voix s'adoucissant. « C'est tout ce dont il a besoin. Sois simplement son père. » Mais Antoine Dubois, l'homme capable de négocier des transactions de plusieurs millions d'euros sans sourciller, capable de tenir tête aux concurrents les plus coriaces, qui ne montraient jamais de faiblesse, cet homme était terrifié. L'idée de voir son fils, son petit garçon parfait, souffrir de la chimiothérapie, mourir éventuellement. Non. Il ne pouvait pas le faire. « Je m'assurerai qu'il ait accès aux meilleurs médecins, » dit-il la voix mécanique. « Quel que soit le coût, je paierai tout. » Sophie le regarda, la réalisation s'éveillant dans ses yeux. « Tu ne viendras pas à l'hôpital, n'est-ce pas? J'ai des réunions toute la semaine. L'affaire Anderson, arrête. » Cette fois, le mot fut calme, définitif. « Arrête simplement. Tu sais quoi, Antoine? Garde ton argent, garde ton empire. Continue à te cacher dans ta tour d'ivoire. Mais souviens-toi de ce moment. Souviens-toi que lorsque ton fils avait le plus besoin de toi, tu as choisi d'être un lâche. » Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta sur le seuil. « Il t'a écrit une nouvelle chanson hier, tu sais, sur cette petite guitare que tu lui as offerte pour Noël. Il était tellement impatient de te la jouer. » Après son départ, Antoine resta longtemps là, les yeux fixés sur la ville en contrebas. Puis il fit ce qu'il faisait toujours lorsque les choses devenaient trop difficiles. Il s'enfuit dans le travail. Il programma plus de réunions, conclut plus d'affaires, resta plus tard au bureau. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Son assistante le tenait au courant de l'état de Lucas, le début de la chimiothérapie, les séjours à l'hôpital, les bons et les mauvais jours. Antoine envoyait de l'argent, organisait les meilleurs soins médicaux, engageait les meilleurs spécialistes. Mais il ne vint jamais lui rendre visite, ne l'appela jamais, ne vit jamais comment. Le sourire radieux de son fils s'estompait un peu plus à chaque fois que quelqu'un demandait où était son papa. N'entendit jamais les chansons que Lucas continuait d'écrire, ses petits doigts jouant de la guitare même, lorsqu'ils étaient affaiblis par le traitement.
Au lieu de cela, Antoine érigea des murs plus hauts. Il déménagea dans un nouveau bureau, changea de numéro de téléphone, évita tout endroit où il pourrait croiser Sophie ou entendre des nouvelles de Lucas. Il se disait que c'était mieux ainsi, qu'il se protégeait, qu'il ne pouvait pas supporter de voir son fils souffrir. Mais tard dans la nuit, dans son appartement vide, avec seulement un verre de whisky pour compagnie, il regardait d'anciennes photos sur son téléphone. Lucas sur ses épaules au zoo. Lucas jouant son premier accord à la guitare. Lucas souriant, avec des dents de devant manquantes, brandissant fièrement un dessin de leur famille. Et dans ces moments de calme, Antoine Dubois, l'homme qui avait tout, réalisait combien il avait perdu. 2 ans passèrent comme un éclair. L'entreprise d'Antoine prit de l'ampleur. Son compte en banque s'engraissa. Mais son cœur devint plus froid. Les autres parents de son club de golf de Chantilly se vantaient des matchs de baseball et des cours de danse de leurs enfants. Antoine se contentait de boire son whisky et de s'éloigner. La vie était devenue une routine. Se réveiller, travailler, boire, dormir, recommencer. Son immense appartement en attique se sentait plus vide que jamais, surtout les dimanches matins où il préparait des crêpes avec Lucas. La petite guitare qu'il avait conservée dans son placard de bureau prenait la poussière. Un rappel de tout ce qu'il avait jeté. Un mardi soir pluvieux, Antoine était assis dans son salon, zappant machinalement les chaînes de télévision. Les émissions habituelles, télé-réalité, actualité, programmes culinaires. Il allait l'éteindre lorsque quelque chose le figea. « Et maintenant, mesdames et messieurs, annonça l'animateur de télévision, nous avons un invité très spécial ce soir. Lucas Caldwell, 7 ans. Le verre de whisky d'Antoine lui glissa des mains, se brisant sur le sol. Mais il ne s'en aperçut même pas. Ses yeux étaient rivés sur l'écran. Là était son fils, marchant sur la scène de La Nouvelle Star. Lucas semblait petit sous les lumières vives, son corps amaigri par les traitements. Mais il marchait avec détermination, portant une guitare qui semblait presque trop grande pour lui. La caméra balaya le public, montrant Sophie assise au premier rang. Elle avait l'air fatiguée mais fière, portant le même collier de perles qu'Antoine lui avait offert pour leur 5e anniversaire. « Lucas, je crois comprendre que tu as écrit une chanson spéciale, » dit l'animateur, s'agenouillant, à la hauteur de Lucas. « Peux-tu nous en parler ?» Lucas hocha la tête, ses petits doigts serrant la guitare. « Je l'ai écrite pour mon père, » dit-il, la voix claire et forte. « Il a dû partir quand je suis tombé malade. Mais je veux qu'il sache que je vais mieux, et je me souviens encore de lui. » Le public poussa un « ah » collectif. Antoine eut l'impression de ne plus pouvoir respirer. « Maman dit que peut-être il l'entendrait si je la chantais à la télé, » continua Lucas. « Alors je me suis beaucoup entraîné. » Sophie essuya des larmes de ses yeux, et Antoine remarqua qu'elle ne portait plus son alliance. Bien sûr qu'elle ne la portait plus. Leur divorce avait été finalisé il y a 1 an, bien qu'il ait laissé ses avocats s'occuper de tout. Lucas commença à gratter la guitare, et Antoine reconnut les accords de base qu'il lui avait appris il y a ce qui lui semblait une éternité. Puis son fils se mit à chanter, sa jeune voix emplissant la pièce. « Te souviens-tu encore de moi, ou m'as-tu laissé dans un rêve? J'ai attendu là où tu m'as laissé, mais tu ne t'es jamais retourné pour voir. » Les mots frappèrent qu'Antoine comme des coups de poing à l'estomac. La voix de son fils chantant le fait d'être laissé pour compte, attendant un père qui n'est jamais revenu. Le public était silencieux, beaucoup essuyant des larmes. Les médecins disent que je gagne, même si parfois je me sens faible. Mais je continue à faire de la musique, parce que c'est ainsi que mon cœur parle. Antoine se leva d'un bond, écrasant presque les morceaux de verre. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de l'écran. Lucas lui ressemblait tellement, les mêmes cheveux noirs, la même détermination dans le regard. Mais il y avait une force dans les yeux de son fils qu'Antoine n'avait jamais possédée. Et si tu regardes, papa, j'espère que tu vas bien. Je garde précieusement les souvenirs, et cette chanson que j'ai faite est mienne. La caméra montra des gens dans le public pleurant ouvertement. Un type au look dur en veste de cuir sanglotait dans ses mains. Sophie était assise le dos droit, les larmes coulant sur son visage mais souriant avec une fierté farouche. « Je ne suis pas en colère que tu sois parti, je te manque juste chaque jour. Et si jamais tu veux revenir, j'ai d'autres chansons à jouer. » Alors que Lucas jouait les derniers accords, le public éclata en applaudissements. L'animatrice avait les larmes aux yeux en le serrant dans ses bras. « C'était magnifique, Lucas, tout simplement magnifique. » « Et tu as écrit ça tout seul ?» Lucas hocha la tête. «
Mon père m'a appris la guitare avant de partir. Je m'entraîne tous les jours, même à l'hôpital. Les infirmières disent que je deviens très bon. C'est certain, acquiesça l'animatrice. Et comment te sens-tu maintenant? Ta mère nous dit que tu as été très courageux. Les médecins disent que je vais mieux, dit Lucas, le menton relevé avec fierté. Les médecins disent que je vais mieux, dit Lucas, le menton relevé avec fierté. Je vais parfois à l'hôpital, mais je ne suis plus aussi malade. Maman dit que je suis un battant. Sophie. Moreau monta alors sur scène, enveloppant son fils de ses bras. L'animatrice se tourna vers elle. « Madame Dubois, vous devez être si fière. »« Je le suis, » répondit Sophie Moreau, la voix ferme. « Lucas n'a jamais abandonné. Ni sa santé, ni sa musique, ni rien. C'est la personne la plus forte que je connaisse. » Antoine Dubois était assis dans son penthouse sombre, entouré de meubles coûteux et de luxe insignifiant, regardant son ex-femme et le fils qu'il avait abandonné recevoir une ovation debout à la télévision nationale. Lucas avait transformé sa douleur en quelque chose de beau, tandis qu'Antoine avait transformé sa peur en mur. L'émission passa à un spot publicitaire, mais Antoine continua à fixer l'écran. Son téléphone se mit à sonner, probablement ses associés qui avaient reconnu le nom de famille de Lucas. Mais pour la première fois en 2 ans, Antoine Dubois, l'homme qui savait toujours quoi faire, n'avait aucune idée de sa prochaine décision. Le lendemain matin de la performance télévisée de Lucas, Antoine ne se rendit pas au travail. Pour la première fois depuis des années, il appela pour signaler son absence pour maladie. Son téléphone continua de vibrer de messages et d'appels, mais il les ignora tous. Il resta assis en peignoir, regardant le replay de l'émission, encore et encore sur sa tablette. À chaque fois, il remarquait quelque chose de nouveau. La façon dont le bracelet d'hôpital de Lucas dépassait de sa manche. La petite cicatrice sur son cou provenant du port de chimiothérapie. Le léger tremblement de ses mains avant qu'il ne commence à jouer, non pas par peur, mais par la faiblesse persistante de ses traitements. Vers midi, sa sœur Isabelle Dubois fit irruption dans son penthouse, utilisant la clé de secours qu'il lui avait donnée des années auparavant. « Espèce de crétin, dit-elle, jetant son sac à main sur son canapé coûteux. J'ai vu l'émission hier soir. Tout le pays l'a vu. Ton fils, le fils que tu as abandonné, vient de briser le cœur de la France à la télévision nationale. » Antoine ne put même pas la regarder. « Isabelle, pas maintenant. »« Si, maintenant. » Elle attrapa la télécommande et éteignit la télévision. « Sais-tu ce qui s'est passé après la diffusion de l'émission? L'histoire de Lucas est devenue virale. C'est partout sur les réseaux sociaux. Les gens essaient de découvrir qui tu es. Pourquoi tu es parti? Comment un père peut abandonner son enfant malade? » Cela attira son attention. « Quoi ?» Isabelle sortit son téléphone et commença à lire les commentaires. « Ce brave petit garçon mérite mieux qu'un lâche pour père. Quelqu'un doit trouver ce père et le faire regarder. Ça, je pleure à chaudes larmes. La force de cet enfant est incroyable. » Elle jeta son téléphone sur la table, basse. « Il l'appelle le petit chansonnier. Michel Drucker veut qu'il vienne à son émission. Télématin a appelé Sophie Moreau ce matin. » Antoine passa ses mains dans ses cheveux non lavés. « Je ne savais pas, je ne pensais pas. »« C'est vrai, tu n'as pas pensé, » rétorqua Isabelle. « Tu n'as pensé qu'à toi. Et maintenant ton fils courageux, talentueux, mourant, il ne meurt pas, » interrompit Antoine. « Il a dit dans l'émission qu'il allait mieux. Oh, donc tu l'as regardé? As-tu entendu dire qu'il ne t'en voulait pas? As-tu entendu dire qu'il gardait tes souvenirs? As-tu vu comment il t'aime encore, même si tu ne le mérites pas? » Antoine se leva et marcha vers la fenêtre, son échappatoire habituel. Mais cette fois, Isabelle n'allait pas le laisser faire. Elle lui attrapa le bras et le força à la regarder. « Sophie Moreau m'a appelé hier soir, » dit-elle, la voix plus douce maintenant. « Lucas a plus souvent parlé de toi depuis la diffusion de l'émission. Il pense que tu la verras peut-être et que tu reviendras. »« Je ne peux pas simplement revenir dans sa vie, » murmura Antoine. « Cela fait 2 ans. »« Tu as raison, tu ne peux pas simplement revenir. Tu devras ramper, tu devras supplier, tu devras prouver que tu mérites une seconde chance. » Elle ramassa son sac à main et se dirigea vers la porte, puis se retourna. « Oh, et une dernière chose. Lucas a un rendez-vous important chez le médecin demain. Ils font des tests pour voir s'il est vraiment en rémission. Sophie Moreau ne voulait pas te le dire, mais je pense que tu devrais le savoir. C'est à l'hôpital Necker-Enfants Malades, à 10h du matin. » Après le départ d'Isabelle, Antoine regarda enfin son téléphone.
des centaines de messages, d'appels manqués, de courriels. Son équipe de relations publiques voulait savoir comment gérer la situation. Ses associés demandaient s'il était ceux du bois. Des journalistes essayaient d'obtenir une déclaration, mais un message attira son attention. Il provenait d'un numéro inconnu, envoyé tard hier soir. Il joue de la guitare que tu lui as offerte tous les jours, même lorsque ses doigts lui faisaient trop mal pour appuyer correctement sur les cordes. Il ne t'a jamais abandonné. Sophie Moreau. Antoine alla dans son bureau à domicile et ouvrit le placard. Au fond, derrière des housses de vêtements suspendues, se trouvait une petite boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient toutes les choses qu'il avait cachées il y a 2 ans. Des photos de Lucas, des cartes de la fête des pères, la petite empreinte de main en argile de la maternelle. Au fond, se trouvait un DVD intitulé « La première chanson de Lucas, 4 ans ». Les mains tremblantes, Antoine le mit dans son ordinateur portable. La vidéo montrait Lucas assis sur le sol de leur ancien salon, la langue tirée par la concentration, alors qu'il essayait de jouer de la guitare qui était beaucoup trop grande pour lui. « Papa, regarde !» s'écria le jeune Lucas dans la vidéo. « J'ai composé une chanson. » La caméra tremblait tandis que le jeune Antoine riait. « Écoutons ça, mon pote. » Lucas jouait au hasard, faisant un bruit terrible, mais chantait avec une confiance totale. « J'aime mon papa parce qu'il m'apprend la guitare, qu'il fait de bonnes crêpes et qu'il est le meilleur papa du monde. » La vidéo se terminait par le jeune Antoine qui prenait Lucas dans ses bras, tous les deux riant. L'Antoine actuel resta assis là, les larmes coulant sur son clavier, se souvenant de la simplicité de tout cela à l'époque, de la perfection. Il regarda sa montre. Il était 18 heures, 16 heures avant le rendez-vous médical de Lucas. 16 heures pour décider s'il était enfin prêt à cesser d'être un lâche. Son téléphone vibra à nouveau avec un autre message de son équipe de relations publiques. « Monsieur Dubois, nous devons publier une déclaration concernant la situation. La presse commence à camper devant le bâtiment du bureau. Comment voulez-vous gérer cela ?» Antoine fixa le message pendant longtemps. Puis il fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 2 ans. Il ouvrit ses contacts et fit défiler jusqu'au nouveau numéro de Sophie Moreau. Son doigt survola le bouton d'appel, tandis que le soleil se couchait sur Paris, peignant son penthouse solitaire de nuances d'orange et d'or. En arrière-plan, sa télévision continuait de jouer doucement. Un autre replay de l'émission, une autre chance d'entendre la chanson de son fils. Un autre rappel de tout ce qu'il avait jeté et de tout ce qu'il pourrait encore avoir une chance de réparer. Le lendemain matin, Antoine était assis dans sa voiture sur le parking de l'hôpital Necker-Enfants Malades. Il était là depuis 1 heure, regardant les familles aller et venir. Certains enfants étaient en fauteuil roulant, d'autres étaient chauves à cause de la chimiothérapie. Tous avaient quelqu'un qui leur tenait la main, mère, père, grands-parents. Personne ne marchait seul. Son téléphone affichait 9h45, 15 minutes avant le rendez-vous de Lucas. « Je ne peux pas faire ça », marmonna-t-il, serrant le volant. Mais puis il se souvint de la voix de Lucas dans l'émission télévisée. « Je ne suis pas en colère que tu sois parti, je te manque juste tous les jours. » Prenant une profonde inspiration, Antoine sortit de sa voiture. Il s'était habillé simplement aujourd'hui. Pas de costume de créateur, pas de montre coûteuse. Juste un jean et un pull comme le père qu'il était autrefois. L'entrée de l'hôpital semblait à des millions de kilomètres. Chaque pas était plus difficile que le précédent. Un groupe de journalistes s'était rassemblé près des portes, espérant probablement attraper Lucas après son apparition à la télévision. Antoine garda la tête baissée et les dépassa. À l'intérieur, le service des enfants était peint de couleurs vives et de personnages de dessins animés. Une infirmière au poste se leva lorsqu'il s'approcha. « Je suis là pour... je cherche... » Les mots se coinçaient dans sa gorge. « Monsieur, puis-je vous aider ?» Lucas Dubois, réussit-il finalement à dire. « Il a un rendez-vous à 10 heures. » Les yeux de l'infirmière s'écarquillèrent de reconnaissance. Tout le monde avait vu l'émission maintenant. « Oh, vous êtes... son père ?» dit Antoine doucement. Il trouvait étrange de prononcer ces mots après si longtemps. « Est-il déjà là ?» Avant que l'infirmière ne puisse répondre, il entendit une voix familière derrière lui. « Que fais-tu ici ?» Sophie Moreau se tenait là, tenant le sac à dos préféré de Lucas. Elle avait l'air fatiguée mais farouche, comme une lionne mère protégeant son petit. «
Antoine luttait pour trouver les mots justes. Isabelle m'a parlé du rendez-vous. Je voulais... 2 ans, dit Sophie Moreau, la voix basse et en colère. 2 ans de silence. 2 ans où Lucas demandait pourquoi son père ne lui rendait pas visite à l'hôpital. 2 ans où je l'ai vu jouer de la guitare jusqu'à ce que ses doigts saignent, espérant que tu l'entendrais d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, tu arrives juste comme ça? Maman? Appela une petite voix du bout du couloir. Maman, je ne trouve pas mon Mediator porte-bonheur. Le cœur d'Antoine s'arrêta. Lucas arriva au coin du couloir, regardant toujours dans son sac à dos. Il était plus grand qu'à la télévision, mais si maigre. Sa casquette de baseball ne pouvait pas tout à fait cacher ses cheveux clairsemés, repoussant encore après les traitements. « Ce n'est rien, chérie, » répondit Sophie Moreau, sa voix instantanément douce. « On va le trouver. » Puis Lucas leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Antoine. Le monde sembla se figer. Le sac à dos de Lucas lui glissa des mains, répandant des livres et des jouets sur le sol. Mais aucun d'eux ne bougea pour les ramasser. « Papa ?» murmura Lucas, comme s'il n'était pas sûr de rêver. Antoine sentit des larmes couler sur son visage. « Salut, mon pote !» Lucas fit un pas en avant, puis s'arrêta regardant sa mère avec incertitude. Le visage de Sophie Moreau était un tourbillon d'émotions. Colère, peur, protection, incertitude. « Tu m'as vu à la télé ?» demanda Lucas, la voix petite. Antoine hocha la tête, incapable de parler. « Tu as aimé ma chanson. J'ai adoré, » réussit à dire Antoine. « Tu es devenu si bon à la guitare. »« Je m'entraîne, tous les jours, » dit Lucas fièrement. Puis son visage s'affaissa un peu. « J'ai écrit beaucoup d'autres chansons aussi, mais personne ne pouvait les entendre. » Chaque mot était comme un couteau dans le cœur d'Antoine. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta lorsqu'il vit Sophie Moreau se tendre. Lucas appela une nouvelle voix. Le docteur Bernard se tenait dans l'embrasure d'une salle d'examen, le visage surpris de voir Antoine. « Il est temps. Pour tes tests. » Lucas semblait déchiré, lançant des regards entre sa mère et le père qu'il n'avait pas vus depuis 2 ans. « Vas-y, chérie, » dit Sophie Moreau doucement. « Le docteur Bernard doit vérifier si tu continues à aller mieux. Tu seras encore là quand j'aurai fini ?» Lucas regarda Antoine. L'espoir et la peur, mêlés dans ses yeux, Antoine sentit le poids de cette question, non seulement pour aujourd'hui, mais pour tous les jours à venir. Il regarda Sophie Moreau, demandant silencieusement la permission. Elle lui lança un long regard dur, puis se tourna vers Lucas. « Ton père peut t'attendre dans la salle d'attente pendant que tu passes tes examens. Si c'est ce que tu veux. » Le visage de Lucas s'illumina. « Vraiment ? Vraiment. » Jean a dit Sophie Moreau, bien que ses yeux mettent Antoine en garde que ce n'était pas le pardon. Juste une chance qu'il ne devait pas gaspiller. Alors que Lucas suivait le docteur Bernard dans la salle d'examen, il se retourna une dernière. « Foi, papa, j'ai apporté ma guitare. Peut-être que plus tard je pourrais te jouer mes autres chansons ?» Antoine s'essuya les yeux. « J'aimerais beaucoup ça, mon pote. » Après la fermeture de la porte, Sophie Moreau se tourna vers lui. « Ce n'est pas pour toi, dit-elle fermement. C'est pour lui. Un faux pas, un signe que tu vas le blesser à nouveau, et je me fiche du nombre d'avocats que tu as. Tu ne le reverras plus jamais. Compris ?» Antoine hocha la tête. « Je comprends. La salle d'attente est au bout de ce couloir, dit-elle en montrant du doigt. Je serai avec Lucas pendant ses examens. Cela prend environ 1 heure. » Alors que Sophie Moreau s'éloignait, Antoine remarqua le sac à dos de Lucas toujours répandu sur le sol. Il s'agenouilla pour ramasser les objets éparpillés, une bande dessinée, une petite tablette, quelques figurines. Au fond, il trouva ce que Lucas cherchait, un Mediator de guitare. Il était usé et rayé, et Antoine le reconnut. C'était celui qu'il avait donné à Lucas lorsqu'il lui avait acheté sa première guitare. Son fils l'avait gardé tout ce temps. Son Mediator porte-bonheur. Antoine le serra dans sa main tandis qu'il se dirigeait vers la salle d'attente, sachant que la prochaine heure serait la plus longue de sa vie. Dans sa poche, son téléphone continua de vibrer de messages de son bureau, de journalistes, de son équipe de relations publiques. Mais pour la première fois en 2 ans, rien de tout cela ne semblait important. Tout ce qui importait était un petit garçon dans une salle d'examen au bout du couloir et les chansons qu'il avait gardées pour que son père les entende. La salle d'attente de l'hôpital Necker Enfants Malades était pleine de parents inquiets,
Mais personne ne dérangea Antoine. Il resta assis seul dans un coin, retournant, le Mediator porte-bonheur de Lucas dans ses mains. Sur la télévision montée au mur, une émission du matin parlait de la performance de Lucas la veille. Antoine demanda rapidement à une infirmière de changer de chaîne. L'heure rampa. Antoine regarda d'autres familles recevoir de bonnes et de mauvaises nouvelles. Une mère pleura des larmes de joie lorsque les tests de sa fille se révélèrent négatifs. Un couple de personnes âgées se serra dans les bras alors qu'un médecin leur parlait à voix basse. La pièce était pleine d'amour, de peur et d'espoir, toutes les émotions dont ils s'étaient enfuis il y a 2 ans. Enfin, Sophie Moreau apparut dans l'embrasure de la porte. Son visage était impénétrable. « Lucas te demande, » dit-elle. « Mais d'abord, nous devons parler. » Elle le conduisit dans un petit jardin à l'extérieur du service de pédiatrie. Des œuvres d'art d'enfants décorèrent les murs. Des images de soleil et de fleurs dessinées par de petites mains combattant de grandes batailles. « Les tests semblent bons, » dit Sophie Moreau, s'asseyant sur un banc. Le docteur Bernard pense que Lucas pourrait être en pleine rémission bientôt. Le soulagement envahit Antoine. C'est une merveilleuse nouvelle. Oui, sans grâce à toi. Les paroles de Sophie Moreau furent cinglantes. Sais-tu ce qui l'a aidé à traverser les pires moments? Sa musique. Il restait assis dans ce lit d'hôpital, malade à cause de la chimio, essayant toujours de jouer de la guitare. Les infirmières venaient juste pour l'entendre s'entraîner. Antoine s'assit lourdement sur le banc, gardant ses distances avec Sophie Moreau. « Je suis désolé, mais je suis tellement désolé. Tu as raison, ce n'est pas assez. » Sophie regarda Antoine droit dans les yeux. « Lucas a passé un enfer. Il a perdu ses cheveux, sa force, a failli perdre la vie, mais il n'a jamais perdu espoir. Même quand les médecins étaient inquiets, même quand j'étais terrifié, il continuait à dire que son papa reviendrait quand il irait mieux. » Des larmes coulèrent sur les joues de Sophie. « Sais-tu ce que ça fait, voir son enfant souffrir et croire toujours en quelqu'un qui l'a abandonné? Devoir sourire quand il dit que tu reviendras, sachant que tu te caches dans ta tour? J'étais un lâche, admit Antoine. Je n'arrivais pas à faire face, je n'arrivais pas à le regarder. Le regarder quoi? Se battre? Survivre? Prouver qu'il est plus fort que tu ne le seras jamais? » Sophie essuya ses yeux avec colère. « Il est dans la chambre 302. Il a passé toute la matinée à montrer aux infirmières la vidéo de sa prestation télévisée, leur disant que son papa pourrait venir le voir aujourd'hui. N'ose pas le décevoir à nouveau. » Elle se leva. « Je vais te laisser un peu de temps seul avec lui. L'assistante sociale a suggéré des visites courtes au début, donc tu as 15 minutes. S'il se fatigue, c'est fini immédiatement. S'il s'énerve, c'est fini immédiatement. Si tu fais ou dis quelque chose pour le blesser. »« Je comprends, » dit Antoine doucement. Sophie commença à s'éloigner, puis se retourna. « Ah, et Antoine, il a apporté sa guitare. Il a 2 ans de chansons qu'il a écrites. Pour toi. Tu vas t'asseoir là et les écouter toutes, même si elles te brisent le cœur. C'est le moins que tu puisses faire. » Antoine trouva facilement la chambre 302. C'était celle avec des cartes et des dessins colorés collés partout sur la porte. Il frappa doucement. « Entrez », appela la voix de Lucas. La chambre était lumineuse et gaie, avec un papier peint à thème spatial et une fenêtre donnant sur le jardin. Lucas était assis en tailleur sur son lit, sa guitare sur les genoux. Son visage s'illumina lorsqu'il vit Antoine. « Tu es resté. Maman a dit que tu pourrais, mais je n'étais pas sûr. »« Je suis resté, » dit Antoine, essayant de garder la voix stable. Il leva le Mediator. « J'ai trouvé ça dans ton sac à dos. Mon Mediator porte-bonheur. » Lucas le saisit joyeusement. « Je croyais l'avoir perdu. Je l'utilise toujours quand je joue. Il m'aide à me souvenir quand tu m'as appris mes premiers accords. » Il tapota le bord de son lit. « Tu veux entendre mes chansons? J'en ai écrit beaucoup, beaucoup. Certaines sont joyeuses, d'autres sont tristes, et d'autres parlent juste de choses comme les pizzas, mon poisson rouge et l'infirmière gentille qui m'apporte du yaourt en plus. » Antoine s'assit prudemment, remarquant le perfuseur dans le bras de Lucas, l'ordonnance des médicaments sur le mur, le dinosaure en peluche qui avait été le compagnon constant de son fils depuis l'âge de 3 ans. « J'aimerais beaucoup les entendre toutes, » dit-il. Lucas rayonna et commença à accorder sa guitare. Ses doigts étaient fins, mais sûrs sur les cordes. Celle-ci s'appelle « Le blues de la nourriture d'hôpital ». Je l'ai écrite quand ils ont continué à me donner du yaourt vert au lieu du rouge. Alors que Lucas commençait à jouer,
Antoine remarqua de petites choses qu'il avait manquées à la télévision. La façon dont son fils sortait légèrement sa langue lorsqu'il se concentrait comme il le faisait autrefois. La façon dont il tapait du pied au rythme de la musique. La façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, comme ceux de Sophie. La chanson était simple et amusante, avec des paroles sur la façon dont le yaourt vert devrait être illégal et le pudding au chocolat devrait être servi au petit déjeuner. La voix de Lucas était plus forte en personne qu'à la télévision, et son jeu de guitare s'était considérablement amélioré. « C'était merveilleux », dit Antoine lorsque la chanson se termina. « Tu t'es bien entraîné. »« Tous. »« Les jours. » Lucas hocha la tête. « Même quand j'étais vraiment malade, je tenais juste ma guitare et je composais des chansons dans ma tête. Les médecins ont dit que la musicothérapie est bonne pour aller mieux. » Il commença à jouer une autre progression d'accords, celle-ci plus mélancolique. La suivante s'appelle « Le fauteuil vide de papa ». Je l'ai écrite le Noël dernier quand... La voix de Lucas s'éteignit et pour la première fois Antoine vit de l'incertitude dans les yeux de son fils. Le poids de ces 2 années perdues pesait entre eux comme un lourd rideau. « Ce n'est pas grave, » dit Antoine doucement. « Je veux l'entendre. Je veux entendre tout ce que j'ai manqué. » Lucas prit une profonde inspiration et commença à jouer. Cette chanson était différente de la chanson sur le yaourt. Elle était pleine de désirs, de questions et d'amour qui n'avaient nulle part où aller. Alors qu'Antoine écoutait la voix pure de son fils chanter sur les fauteuils vides lors des dîners de fête et les billets inutilisés pour les concerts scolaires, il comprit enfin l'ampleur de ce que sa lâcheté avait coûté. Mais voici, son fils lui offrant chanson après chanson, construisant un pont à travers ces 2 années perdues, avec rien d'autre que de l'espoir, de la musique et un Mediator usé. Les jours suivants bouleversèrent le monde d'Antoine. Il annula toutes ses réunions, ignora ses appels professionnels et passa chaque moment permis à l'hôpital. Sophie fixa des heures de visite strictes, 2 heures le matin, 2 l'après-midi. Ce n'était pas assez, mais Antoine savait qu'il n'avait pas le droit d'en demander plus. Le cirque médiatique devant l'hôpital grandissait de jour en jour. Tout le monde voulait interviewer le petit garçon qui avait touché le cœur de la France, et maintenant, il voulait l'histoire du retour de son père. Sophie géra tout avec grâce, protégeant Lucas d'une attention excessive. « Monsieur Dubois ?» Une infirmière arrêta Antoine un matin alors qu'il se dirigeait vers la chambre de Lucas. « Votre fils a demandé que son clavier soit apporté aujourd'hui. Il dit qu'il a une surprise pour vous. » Antoine trouva Lucas, assis dans son lit, un petit clavier électronique sur ses genoux. Son visage était rouge d'excitation. « Papa, mademoiselle Jenny m'a appris le piano. » Les doigts de Lucas dansèrent sur les touches, jouant une mélodie simple. « Elle vient tous les mardis et jeudis. Elle dit que je suis un génie, mademoiselle. »« Jenny ?» demanda Antoine. « C'est la musicothérapeute, » dit Sophie de l'entrée où elle surveillait toujours leur visite. « Elle travaille avec Lucas depuis sa première chimiothérapie. » Lucas hocha la tête avec empressement. « Elle m'a aidé à écrire toutes mes chansons. Et devinez quoi? Elle a envoyé ma performance télévisée à son ami à l'hôpital pour enfants de Boston. Ils veulent que je joue pour les enfants là-bas. » Antoine vit Sophie se tendre. « Lucas, chéri, on en a parlé. Tu n'es pas assez fort pour voyager encore. Mais maman, ils sont malades comme je l'étais. Mes chansons pourraient les faire se sentir mieux. » Le visage de Lucas s'illumina d'une idée. « Papa pourrait nous emmener. Il a un avion privé, non? Tu as toujours dit qu'il avait un avion privé. » L'espoir dans la voix de Lucas fit mal au cœur d'Antoine. Il regarda Sophie, qui fit un signe de tête presque imperceptible. « Peut-être quand tu seras plus fort, mon pote, » dit Antoine doucement. « Pour l'instant, tu dois te concentrer sur le fait d'aller mieux. » Le visage de Lucas s'affaissa légèrement, mais il se ressaisit rapidement. « D'accord. Mais viendras-tu à mon concert à l'hôpital? »« Qu'à la semaine prochaine. Je joue pour tous les enfants du service d'oncologie. Mademoiselle Jenny dit que c'est mon premier vrai concert. Je ne le manquerai pour rien au monde, promis Antoine. » Plus tard, cet après-midi-là, Sophie trouva Antoine à la cafétéria de l'hôpital. Elle s'assit en face de lui, ayant l'air fatiguée mais déterminée. « On doit parler des attentes, » dit-elle, « les tiennes et celles de Lucas. » Antoine posa son café. « Je sais que je n'ai pas le droit de... » « Ce n'est pas une question de droit, » interrompit Sophie. « Il s'agit de ce qui est le mieux pour Lucas. Il s'attache à nouveau, il fait des projets, de grands projets. Et j'ai besoin de savoir si tu vas disparaître à nouveau
quand les choses deviendront difficiles. Je ne le ferai pas, dit Antoine fermement. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper ce que j'ai fait, mais je suis là maintenant, pour tout. Sophie sortit son téléphone et lui montra un article de presse. Le titre disait « Les actions de Dubois Industries s'effondrent, alors que le PDG est porté disparu. Ton entreprise souffre, dit-elle. Les membres de ton conseil d'administration parlent d'un vote de défiance. Es-tu prêt à perdre tout ce que tu as construit? Parce que c'est ce qu'il pourrait falloir. La guérison de Lucas n'est pas une ligne droite. Il y aura des revers, des séjours à l'hôpital, des mauvais jours. L'entreprise n'a pas d'importance, dit Antoine. Rien n'a d'importance comparé à lui. Facile à dire maintenant, répondit Sophie. Mais qu'en est-il quand il sera trop fatigué pour jouer de la guitare? Quand il sera malade à cause des traitements? Quand il sera en colère et effrayé et aura besoin que son père soit fort pour lui? Avant qu'Antoine ne puisse répondre, ils entendirent du bruit dans le couloir. Une infirmière passa en courant devant leur table. Appel d'urgence oncologie pédiatrique. Sophie se leva instantanément. C'est l'étage de Lucas. Ils coururent vers l'ascenseur, mais il était trop lent. Ils prirent les escaliers deux à la fois, Sophie ouvrant la voie. Les couloirs étaient remplis de personnel médical courant. Chambre 302. Le patient allait bien il y a une minute. Quelqu'un cria. Le cœur d'Antoine s'arrêta. Chambre 302. La chambre de Lucas. Ils atteignirent l'entrée pour trouver le docteur Bernard penché sur le lit de Lucas. Le clavier était oublié par terre. Lucas faisait une crise d'épilepsie, son petit corps tremblant de façon incontrôlable. « Que se passe-t-il » cria Sophie, essayant d'atteindre son fils. Une infirmière la retint. « Sa fièvre a grimpé soudainement », dit le docteur Bernard, sa voix calme mais urgente. « On doit l'emmener aux soins intensifs, maintenant. » Alors qu'il sortait, le lit de Lucas. Antoine aperçut le visage de son fils pâle, les yeux révulsés. Rien de comparable au garçon vif qui jouait du piano quelques heures auparavant. « C'est de ça que je parle, » dit Sophie, la voix brisée alors qu'il regardait l'équipe médicale emmener Lucas en courant dans le couloir. « C'est ce que signifie être son père. Peux-tu le gérer? Vraiment le gérer ?» Antoine ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester là, regardant ses pires craintes prendre vie, ressentant cette vieille envie de s'enfuir. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, il est resté. Des heures passèrent dans la salle d'attente des soins intensifs. Sophie marchait dans tous les sens. Antoine resta parfaitement immobile, le Mediator porte-bonheur de Lucas serré dans sa main si fort qu'il laissa des marques sur sa paume. Enfin, le docteur Bernard émergea, ayant l'air épuisé. La crise a été causée par une infection, expliqua-t-il. On lui a donné des antibiotiques. Il est stable maintenant, mais c'est un revers. On devra reporter l'annonce de la rémission. Peut-on le voir? Demanda Sophie. Le médecin hocha la tête. Il vous demande tous les deux, et... Il sourit légèrement. Il veut savoir si quelqu'un peut apporter sa guitare aux soins intensifs. Il dit qu'il a une nouvelle chanson sur ce qui s'est passé. À travers ses larmes, Sophie laissa échapper un petit rire. Même maintenant, il veut faire de la musique. Elle regarda Antoine, vraiment le regarda, pour la première fois depuis son retour. « Tu es toujours là ?» Antoine se leva, les jambes tremblantes mais la voix ferme. « Je suis toujours là, et je ne vais nulle part. » Les soins intensifs étaient différents la nuit, plus calmes, mais d'une certaine manière plus intenses. Antoine s'assit près du lit de Lucas, écoutant le bip régulier des moniteurs. Sophie avait finalement accepté de rentrer chez elle pour quelques heures de sommeil, mais seulement après que Lucas ait insisté pour vouloir du temps avec papa. « Tu es sûr que tu ne repartiras pas ?» demanda soudainement Lucas, sa voix petite dans la chambre faiblement éclairée. La question flottait dans l'air comme un lourd nuage. Antoine se pencha en avant, prenant la main mince de son fils. « Je ne vais nulle part, mon pote, je te le promets. Mais si je deviens vraiment malade à nouveau ?» Les doigts de Lucas se serrèrent autour de ceux de son père. « Si je ne peux plus jouer de la guitare pendant longtemps, voudras-tu toujours entendre mes chansons? Lucas, regarde-moi. » Antoine attendit que les yeux de son fils rencontrent les siens. « Je me suis trompé avant. J'avais peur. J'étais stupide et j'avais tort. Mais je n'ai plus peur. Enfin, ce n'est pas vrai. J'ai toujours peur, mais maintenant j'ai plus peur de manquer une minute de plus avec toi que de quoi que ce soit d'autre. » Lucas sembla réfléchir à cela.
Serment sur l'auriculaire, serment sur l'auriculaire. Antoine croisa son petit doigt avec celui de Lucas. Et tu sais quoi? Pendant que tu vas, mieux, on pourrait peut-être écrire une chanson ensemble. Le visage de Lucas s'illumina malgré sa fatigue. Vraiment? Tu n'as jamais écrit de chanson avant? Eh bien, j'ai une assez bonne professeure maintenant, n'est-ce pas? À ce moment-là, le téléphone d'Antoine vibra. C'était Jean-Pierre Lefebvre, le président du conseil d'administration de son entreprise. Il n'avait pas cessé d'appeler pendant des jours. Antoine éteignit le téléphone sans répondre. « C'était le travail ?» demanda Lucas. « Maman dit que tu as un travail vraiment important. Rien n'est plus important que d'être ici avec toi. » Lucas bâilla, les médicaments le rendant somnolent. « Papa, peux-tu me raconter une histoire? Sur quand j'étais petit ?» Antoine sourit, se souvenant des histoires du coucher depuis ce qui semblait être une vie. « Et si on parlait de la fois où tu as décidé de faire prendre un bain à ton dinosaure en peluche dans mon café ?» Lucas gloussa faiblement. Rex sent parfois encore le café. Alors qu'Antoine racontait l'histoire, il remarqua que Lucas luttait pour garder les yeux ouverts. « Va dormir, mon pote. Je serai là quand tu te réveilleras. Promis? Promis. » Bientôt, Lucas s'endormit, tenant toujours la main de son père. Antoine resta assis là, regardant son fils dormir, lorsqu'il entendit des pas derrière lui. « Tu es toujours là. » C'était Isabelle, portant 2 tasses de café. « Où serais-je d'autre ?» Elle lui tendit une tasse. « Le conseil m'a appelé. Il vote demain matin. Jean-Pierre dit que si tu ne viens pas, tu perdras l'entreprise. Qu'il la garde. » Isabelle s'assit sur l'autre chaise. « Antoine, tu as passé 15 ans à construire cette entreprise. Et j'ai passé 2 ans à me cacher dedans pendant que mon fils se battait pour sa vie. » Antoine prit une gorgée de café. « Je ne vais pas refaire cette erreur. »« Que vas-tu faire ?»« Ce que je dois faire. Vendre mes actions, recommencer, je m'en fiche. Lucas a besoin de moi ici. » Isabelle étudia le visage de son frère. « Tu as changé. Il m'a changé. » Antoine regarda son fils endormi. « Tu devrais entendre ces chansons, Isabelle. Même les tristes sont pleines d'espoir. Il n'a jamais abandonné, même quand je me suis abandonné moi-même. » Le lendemain matin, Sophie revint pour trouver le père et le fils endormis. Lucas dans son lit d'hôpital, Antoine tenant toujours sa main, un carnet ouvert sur ses genoux avec des paroles de chansons griffonnées. Elle allait les réveiller quand le docteur Bernard apparut avec les résultats des tests. Son visage était sérieux. Le plan de traitement de Lucas. L'infection est plus résistante que nous le pensions. Nous pourrions devoir envisager des options plus agressives. La main de Sophie se porta à sa bouche. Mais il allait si bien. La guérison d'un cancer n'est pas linéaire, dit le docteur Bernard doucement. Nous devrons reporter son concert à l'hôpital et il devra peut-être rester plus longtemps en soins intensifs que prévu. Le concert. La voix faible de Lucas vint du lit. Il était réveillé, et Antoine aussi. Mais tous les autres enfants comptent sur moi. Chérie, tu as besoin de te reposer, commença Sophie. Non. Lucas essaya de s'asseoir, déclenchant un des moniteurs. Je leur ai promis. Ils sont malades comme moi et mes chansons les aident à se sentir mieux. Antoine serra la main de son fils. Hé, mon pote, et si on faisait quelque chose de différent? Et si on enregistrait tes chansons ici même, dans ta chambre? On pourrait faire une vidéo spéciale pour tous les enfants de l'hôpital. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. On pourrait vraiment? Je connais des gens qui pourraient apporter du bon matériel d'enregistrement, dit Antoine. Si ça va pour ta mère et le docteur Bernard. Le docteur Bernard réfléchit. Tant que nous maintenons des conditions stériles et que Lucas ne fait pas trop d'efforts. Cela pourrait en fait être une bonne thérapie. Sophie observa l'espoir revenir sur le visage de Lucas et se retrouva à hocher la tête. D'accord, mais seulement un petit moment chaque jour et tu dois te reposer entre les chansons. On peut commencer maintenant? Demanda Lucas avec enthousiasme. J'ai écrit une nouvelle chanson hier soir pendant que papa dormait. Elle s'appelle « Promesse sur le petit doigt » et « Dinosaures au café ». Malgré l'inquiétude concernant l'infection, malgré l'incertitude qui se profilait, malgré tout, Sophie se retrouva à sourire, car il y avait son fils qui faisait toujours de la musique, et il y avait son père qui était enfin le père que Lucas avait toujours cru qu'il pouvait être. « D'abord, tu dois prendre tes médicaments et manger un peu, » dit Sophie. « Ensuite, peut-être, si tu es assez fort, tu pourras montrer à ton père comment écrire sa première chanson. » Comme sur commande, le téléphone d'Antoine vibra à nouveau.
La réunion du conseil d'administration commencerait dans 1 heure. 15 années de travail en jeu. Mais Antoine ne regarda même pas son téléphone. Au lieu de cela, il sortit le Mediator porte-bonheur de Lucas et le tendit à son fils. « Je pense qu'on va avoir besoin de ça pour notre session d'enregistrement. » Lucas serra le Mediator fermement. « Papa, même si je ne peux pas jouer pendant un moment, tu me raconteras quand même des histoires. Sur quand j'étais petit. » « Absolument toutes celles dont je me souviens, » promit Antoine. « Et puis, on en inventera de nouvelles ensemble. » Devant les soins intensifs, le soleil du matin se levait sur la ville. Dans les salles de réunion et les bureaux, des personnes importantes prenaient des décisions importantes concernant le sort de Dubois Industries. Mais dans la chambre 507 des soins intensifs, rien de tout cela n'importait. Parce qu'un père et un fils écrivaient une chanson ensemble. Et certaines choses valaient plus que toutes les entreprises du monde. Une semaine passa aux soins intensifs. Le matériel d'enregistrement qu'Antoine avait apporté transforma la chambre d'hôpital de Lucas en un minuscule studio. Malgré sa faiblesse, Lucas insista pour enregistrer au moins une chanson par jour. Les infirmières ont commencé à appeler cela les sessions des soins intensifs. Monsieur Dubois. Une infirmière pointa la tête à l'intérieur un après-midi. Il y a des hommes en costume qui insistent pour vous voir. Ils disent que c'est à propos de l'entreprise. Antoine aidait Lucas à régler les cordes de sa guitare. « Dites-leur que je suis occupé. Ils disent quelque chose à propos d'une prise de contrôle hostile. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, Jean-Pierre Lefebvre fit irruption dans la pièce, suivi de 2 avocats. Son visage était rouge de colère. « Avez-vous perdu la tête ?» cria Jean-Pierre Lefebvre. « Davis Industries rachète nos parts. Nous sommes sur le point de perdre tout ce que nous avons construit. » Lucas se blottit dans son lit, effrayé par la voix forte. Sophie, qui lisait dans le coin, se plaça immédiatement entre Jean-Pierre Lefebvre et le lit. « C'est une chambre d'hôpital, » dit-elle fermement. « Baissez le ton ou partez. » Jean-Pierre. Lefebvre l'ignora. « Antoine, le conseil d'administration vous a destitué de votre poste de PDG ce matin. Davis passe à l'action. Si vous ne revenez pas maintenant, c'est fini. Sortez. » La voix d'Antoine était calme mais dure comme l'acier. « Quoi ? J'ai dit sortez. » Antoine se leva. « Mon fils est malade. Il combat une infection et vous êtes là à crier à propos d'argent ? » « Ce n'est pas seulement de l'argent, » protesta Jean-Pierre Lefebvre. « C'est l'œuvre de votre vie. » « Non. » Antoine regarda Lucas, qui serrait sa guitare comme un bouclier. « C'est l'œuvre de ma vie, ici, et j'en ai déjà gaspillé 2 ans. »« Papa ?» La voix de Lucas était faible. « As-tu des problèmes à cause de moi ?» Antoine s'assit au bord du lit. « Non, mon pote, je fais enfin quelque chose de bien grâce à toi. » Jean-Pierre Lefebvre leva les mains au ciel. « Vous jetez une entreprise. d'1 milliard de dollars pour ça ?» La pièce devint étrangement silencieuse. Les yeux de Sophie brillèrent de fureur. Mais avant qu'elle ne puisse parler, la voix faible de Lucas rompit le silence. « J'ai écrit une chanson sur l'argent une fois, » dit-il. Tout le monde se retourna pour le regarder. « Vous voulez l'entendre ?» Sans attendre de réponse, Lucas commença à gratter sa guitare. Sa voix était tremblante mais déterminée. Certains pensent que l'argent les rend grands, mais tous leurs dollars ne font que construire un mur. Ils ne voient pas ce qui compte le plus. L'amour vaut plus que l'or. Il regarda directement Jean-Pierre Lefebvre en chantant. Le magnate des affaires qui avait affronté les pillards d'entreprise et les conseils d'administration hostiles se tortillait mal à l'aise sous le regard d'un garçon malade de 7 ans. « Ça suffit, chérie, » dit Sophie doucement. « Tu as besoin de te reposer. » Mais Lucas continua à jouer. On ne peut pas acheter l'amour avec une carte de crédit. On ne peut pas guérir un cœur qui se brise. Tout l'argent du monde ne réparera pas le temps perdu quand on s'en va. Sa voix se brisa sur le dernier mot, et Antoine vit des larmes dans les yeux de son fils. « Je pense qu'il est temps que vous partiez, » dit Sophie à Jean-Pierre Lefebvre et aux avocats. Cette fois, ils ne répliquèrent pas. Après leur départ, Lucas regarda son père. « Vas-tu perdre ton entreprise ?» Antoine lui caressa les cheveux. « Probablement, mais tu sais quoi ? J'ai gagné quelque chose de bien meilleur. »« Quoi ?» Un partenaire de chant. Antoine prit la guitare de rechange de Lucas. « Alors, où en étions-nous ?»« Avec cette nouvelle chanson que nous écrivions. » Plus tard dans la nuit, après que Lucas se soit endormi, Sophie trouva Antoine dans le jardin de l'hôpital. « Davis Industries a appelé, dit-elle. Il propose de vous laisser rester comme consultant si vous coopérez à la reprise.
Je leur ai déjà dit non. Sophie s'assit à côté de lui. Que vas-tu faire? J'y ai réfléchi. Antoine leva les yeux vers les étoiles. Tu connais tous ces enfants qui regardent les vidéos de Lucas, ceux qui sont dans les hôpitaux de tout le pays? Qu'en est-il d'eux? Et si on créait une fondation, utilisant la musicothérapie pour aider les enfants malades? Lucas pourrait être l'inspiration, aider les autres enfants à trouver leur voie comme il l'a fait. Sophie resta silencieuse un instant. Tu abandonnerais vraiment tout? Tu recommencerais? J'ai déjà tout abandonné une fois, dit Antoine. Quand je me suis éloigné de Lucas, je ne recommencerai pas cette erreur. Leur conversation fut interrompue par une infirmière courant vers eux. Lucas vous demande tous les deux, dit-elle. Sa fièvre a remonté. Ils se précipitèrent de retour aux soins intensifs. Lucas était réveillé, pâle et effrayé. Je ne me sens pas bien, chuchota-t-il. Peux-tu chanter avec moi, papa? La chanson qu'on a écrite ensemble? Antoine prit la guitare pendant que Sophie tenait la main de Lucas. Ensemble, père et fils chantèrent leur simple mélodie sur les deuxièmes chances et le fait de ne jamais abandonner, pendant que les moniteurs bipaient et que les médicaments dégoulinaient par les perfusions. Devant l'hôpital, les avocats et les dirigeants partageaient les restes de Dubois Industries. Les journalistes rédigèrent des titres sur le PDG milliardaire qui avait tout jeté. Mais rien de tout cela n'importait, parce que dans la chambre 507 des soins intensifs, un père et un fils faisèrent de la musique ensemble, et certaines choses valaient plus que tout l'argent du monde. Papa, la voix de Lucas était somnolente lorsque les médicaments firent effet. Demain, on peut écrire une chanson joyeuse? Sur les nouveaux départs, Antoine serra la main de son fils. Tu peux compter là-dessus, mon pote. La chanson la plus joyeuse de toutes. Bien, marmonna Lucas en s'endormant. Parce que je pense qu'on aura besoin de beaucoup de chansons joyeuses, là où on va. Un mois plus tard, la chambre d'hôpital de Lucas ressemblait plus qu'avant à un studio de musique. Des cartes de vœux et du courrier des fans recouvraient toutes les surfaces. Les hôpitaux pour enfants de tout le pays avaient partagé les vidéos de ces sessions des soins intensifs. Et les enfants malades de partout demandèrent des guitares et des cours de musique. « Regarde, papa !» Lucas pointa avec enthousiasme sa tablette. Jessica de Memphis a appris ma chanson sur la nourriture d'hôpital. Sa mère a envoyé une vidéo. Antoine regarda la vidéo d'une jeune fille dans un lit d'hôpital, chauve à cause de la chimiothérapie, grattant une guitare et chantant la chanson amusante de Lucas sur le gelée verte. Elle souriait, malgré les tubes et les moniteurs autour d'elle. « Tu changes des vies, mon pote », dit Antoine avec fierté. L'infection qui avait gardé Lucas aux soins intensifs était enfin maîtrisée. Le docteur Bernard était prudemment optimiste quant à son retour dans une chambre ordinaire prochainement. Mais tout le monde savait que le chemin était encore long. Sophie entra, portant une pile de papiers. « Les papiers de la fondation sont prêts ?» dit-elle à Antoine. « Êtes-vous sûr de cela ?»« Plus sûr que je ne l'ai jamais été de quoi que ce soit. » Antoine avait tout vendu. Son penthouse, ses voitures, sa collection d'art. Chaque centime allait à la nouvelle fondation. Cœur de musique, dédiée à apporter la musicothérapie aux enfants malades. La fondation de musique pour enfants de Lucas sonne mieux, intervint Lucas depuis son lit. Il passait une bonne journée, assis et travaillant sur une nouvelle chanson. Sophie sourit. On y réfléchira. Mais pour l'instant, quelqu'un a un visiteur surprise. Mademoiselle Jenny, l'ergothérapeute, entra en portant une magnifique nouvelle guitare. « J'ai entendu dire que quelqu'un écrivait des chansons aux soins intensifs. » Mademoiselle. « Jenny !» Lucas essaya de sauter mais s'emmêla dans ses perfusions. « Fais attention, chérie. » Sophie le stabilisait. « Je t'ai apporté quelque chose de spécial, » dit Mademoiselle Jenny en lui montrant la guitare. « C'est de la part de tous les musicothérapeutes du service des enfants. Nous avons suivi tes sessions des soins intensifs. » Lucas passa ses doigts sur le bois brillant. « Elle est si jolie. Et ce n'est pas tout, » continua Mademoiselle Jenny. « L'association des hôpitaux pour enfants a appelé. Ils veulent lancer un programme basé sur tes séances de musicothérapie. Ils l'appellent « Chanson d'espoir ». Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. « Vraiment? Comme dans tous les hôpitaux ?»« Vraiment, » sourit Mademoiselle Jenny. « La fondation de ton père contribuera à son financement. Tu vas aider beaucoup d'enfants malades à trouver leur musique, tout comme tu l'as fait. » Lucas regarda son père. « Est-ce ce que tu fais avec tout ton argent? Aider les autres enfants à faire de la musique ?» Antoine hocha la tête. « Chaque centime. Et tu sais quoi?
C'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. Encore mieux que ta grande entreprise? Bien mieux. À ce moment-là, le docteur Bernard entra avec les résultats des tests. Tout le monde retint son souffle. Les bonnes nouvelles avaient été rares ces derniers temps. Le docteur sourit. L'infection a complètement disparu. Et les derniers. Scanner, il fit une pause pour faire effet. Ne montrent aucun signe de cancer. Sophie fondit en larmes. Antoine la serra dans ses bras sans réfléchir, tous deux pris dans un moment de pure joie. « Est-ce que ça veut dire que je vais mieux ?» demanda Lucas. « Ça veut dire que tu es en rémission », expliqua le docteur Bernard. « Nous devrons te surveiller de près, mais oui, pour l'instant, tu vas mieux. » Lucas prit sa nouvelle guitare. « Je dois écrire une chanson à ce sujet. » Tout le monde rit, mais Lucas était sérieux. « Non, vraiment, une chanson joyeuse sur le fait d'aller mieux et d'aider les autres enfants et papa qui reste et tout. »« D'abord, dit le docteur Bernard, nous devons parler de rentrer à la maison. Je pense que tu es assez fort pour quitter les soins intensifs demain. » « À la maison ?» Le visage de Lucas s'affaissa légèrement. « Mais qu'en est-il de mes sessions? Des soins intensifs? » « Eh bien, dit Sophie, échangeant un regard avec Antoine, nous y avons réfléchi. Et si on transformait une partie de la maison en studio d'enregistrement? Pour la fondation, les yeux de Lucas s'illuminèrent. Vraiment? On peut la peindre avec des notes de musique et avoir des microphones comme les vrais musiciens et inviter d'autres enfants à venir jouer de la musique aussi? Une chose à la fois, mon pote, rit Antoine. Mais oui, c'est le plan. Mademoiselle Jenny commença à apprendre à Lucas quelques accords sur sa nouvelle guitare pendant que Sophie et Antoine se dirigèrent dans le couloir pour parler avec le docteur Bernard du plan de soins à venir. « Il aura besoin de contrôles réguliers, dit le docteur, et il y a toujours un risque de rechute. Vous devez être préparés. »« Nous le serons, dit Sophie. Ensemble cette fois. » Antoine hocha la tête. Plus de fuite. De retour dans la chambre, Lucas montrait à Mademoiselle Jenny sa toute nouvelle chanson. « C'est sur les deuxièmes chances, expliqua-t-il, parce que tout le monde en mérite une, n'est-ce pas, maman ?» Sophie regarda Antoine, qui avait les larmes aux yeux. « C'est vrai. Chérie, et devinez quoi ?» continua Lucas avec enthousiasme. « Papa apprend à écrire des chansons aussi. Il n'est pas très doué encore, mais je lui apprends. Montre-leur, papa. » Antoine prit la guitare de rechange, celle qui avait vécu dans la chambre de Lucas pendant le dernier mois. « Oh, je ne sais pas, s'il te plaît. » Lucas lui lança le regard qui fonctionnait toujours. « Joue celle qu'on a écrite ensemble sur les enfants courageux. » Alors là, dans une chambre d'hôpital qui avait vu tant de peur, de douleur, d'espoir et de guérison, un père et un fils jouèrent leurs chansons ensemble. Sur les enfants courageux qui se battent contre de grandes batailles. Sur le fait de trouver sa voie quand on a peur. Sur les deuxièmes chances et le fait de ne jamais abandonner. Dehors, la ville poursuivait ses activités. Quelque part, les avocats d'entreprise triaient toujours les restes de Dubois Industries. Les journaux télévisés parlaient toujours du milliardaire qui avait tout abandonné, mais rien de tout cela n'importait. Parce que dans la chambre 507, un nouveau type d'empire était en train d'être construit. Un empire fait de cordes, de guitare et d'espoir, de chansons simples et de deuxième chance. Et cette fois, Antoine le savait, il investissait enfin dans quelque chose de vraiment précieux.